Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, chers auditeurs et chers internautes, bonjour. Actualité politique et devoir oblige. Ce dimanche, nous parlons scrutin en vue. Le thème est intitulé « Législative de 2023, les chances des forces en présence ». Depuis 2016, et ceci pour une première fois, les élections se sont déroulées sous une réforme très rigoureuse qui prête le flanc de l'exclusion au scrutin de 2019, 2020 et 2021 selon les opposants qui disent ne pas avoir la chance d'y participer à cause des nouvelles dispositions dans le paysage politique. Pour le 8 janvier 2023, nous avons 3 partis politiques de l'opposition au starting block et 4 partis de la mouvance. Cela laisse quelle chance à chacune de ces formations politiques? C'est une interrogation. C'est ce sur quoi nous nous focaliserons dans cette émission qui reçoit Dr Patrick Renon. Il est sociologue politiste, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, expert en gouvernance démocratique. Dr Patrick Renon, bonjour et merci d'accepter notre invitation. Bonjour, chers journalistes, c'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers internautes, nous sommes en direct en ce moment même sur Golf TV Africa et aussi sur Golf TV Bénin, puis sur Golf FM Africa, la 105.7, sans oublier le direct sur notre chaîne YouTube Golf Média. D'entrée de jeu, Dr Patrick Renon, les téléspectateurs qui certainement vous connaissent, aimeraient davantage vous connaître. Présentez-vous. Qui est Dr Patrick Renon? Merci, je salue les téléspectateurs de Golf TV et les auditeurs de Golf FM. Je voudrais dire d'entrée de jeu, en termes de présentation, que mon nom, c'est Patrick Renon. Je suis docteur en sociologie de l'université Bielefeld en Allemagne et docteur en sciences politiques de l'université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Je suis donc, depuis quelques années, en ma qualité donc, de sociologue politiste, je suis enseignant, chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, et donc expert aussi en gouvernance démocratique, comme vous l'avez dit, et anciennement, donc disons de mai 2020 au 9 novembre 2022, j'ai été responsable dans l'une des structures donc, de l'université d'Abomey-Calavi. J'ai été chef de département adjoint, donc chef adjoint du département de sociologie et anthropologie. Je suis donc auteur d'un ouvrage publié aux éditions L'Harmattan à Paris en 2014. Et le titre, c'est « Négocier la démocratie en Afrique, l'exemple du Bénin ». Au-delà donc de ces réalisations qui sont à mon actif, je suis aussi coordonnateur pays du programme de recherche de l'association allemande Weitblick EV+. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons octroyé des bourses à des jeunes étudiantes et pour rédiger des projets de recherche et débouchant, n'est-ce pas, sur la rédaction de trajectoires sociologiques de femmes remarquables au Bénin. Et le but visé, c'est à terme donc de publier un ouvrage collectif qui sera traduit en allemand et publié à la fois donc en allemand et en français en Europe. Et donc le fruit issu donc de la vente de ces publications va servir à rééditer le même projet dans les pays de la sous-région. Donc pour me résumer, en termes donc de réalisation à mon actif, j'ai une série quand même de publications, de près de 20 publications scientifiques, et je puis vous dire que depuis le 23 novembre 2022, j'ai été considéré comme le premier Africain à être inscrit au dictionnaire critique et interdisciplinaire de la participation, la démocratie et la citoyenneté, par le biais donc de la recherche que j'ai
conduite que j'ai menée jusqu'à son terme et qui est consacrée au Parlement de la rue. Au Parlement de la rue. Et donc, c'est cette recherche-là qui a été distinguée, reconnue, et pour être finalement inscrite, n'est-ce pas, dans ce dictionnaire-là. Et je suis le premier Africain à avoir réalisé un tel projet. Alors, Patrick Renouge, avant d'entrer dans le vif du sujet, si je me réfère au titre de votre ouvrage publié en 2014, vous parlez d'une négociation de la démocratie. Pourquoi doit-on négocier la démocratie? Oui, vous savez, les différents acteurs engagés dans le processus démocratique sont à plusieurs niveaux. Il y a d'abord les élites politiques, mais pas que les élites politiques, il y a les forces sociales. Et au-delà même des forces sociales, il y a des citoyens ordinaires. Donc en réalité, quand on parle de la négociation de la démocratie, il y a que nous avons observé une interaction entre ces différentes catégories d'acteurs qui interagissent et pour, n'est-ce pas, la co-construction de l'État. De l'État qui, dans le cas d'espèce, se trouve être l'État démocratique. Alors, à quoi peut-on mesurer concrètement la démocratie? Il faut dire qu'il y a plusieurs éléments qu'on peut avancer. Et vous savez, la démocratie repose d'abord sur ce qu'on pourrait appeler les sources populaires du pouvoir. Et donc, il y a que la souveraineté est reconnue au peuple qui, par le biais donc des élections, délègue une partie de sa souveraineté aux élus, aux gouvernants, mais pour un temps. Ça veut dire que le peuple, à un moment donné, est habilité à reprendre sa légitimité et c'est justement ce à quoi on assiste à chaque échéance électorale. Ça veut dire concrètement que pour parler de la démocratie, il faut donc partir du principe de la séparation des pouvoirs qui a été théorisé par Montesquieu il y a très longtemps maintenant. De sorte que nous avons d'un côté le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Parce qu'il faut éviter, dans un État démocratique, qu'un pôle de pouvoir s'accapare tous les autres pouvoirs. Il faut faire en sorte que le pouvoir contribue à arrêter le pouvoir pour éviter des abus. Et c'est justement au nom de ce principe que la démocratie se met en mouvement. Et comme j'aime à le dire, il y a quand même des éléments importants qui servent de pilier à la vitalité démocratique. Le premier élément, pour rester dans le cadre de la souveraineté reconnue au peuple, le premier élément, c'est de faire en sorte que on ait des élections régulières. Et la régularité d'une élection, ce n'est pas seulement l'organisation de l'élection à terme échu. C'est vrai que cela constitue un premier point pour éviter un vide juridique. C'est-à-dire que lorsqu'un mandat vient à son terme, il est plus que jamais utile et indispensable de procéder à l'organisation de nouvelles élections pour que ceux dont le mandat est venu à son terme puissent être remplacés et permettre à une autre équipe de conduire les affaires publiques. C'est très important. Les affaires publiques, que celles-ci soient nationales ou locales. Donc, si on part du principe que l'organisation régulière d'une élection peut être logée dans la grande catégorie que j'ai nommée la régularité des élections, il faut aussi ajouter que cette régularité s'ouvre à un autre élément non moins important, à savoir que les règles suivant lesquelles
l'élection doit être organisée, ces règles-là devraient être conçues, votées et connues de tous les acteurs avant même que ne commence le jeu électoral. Donc, la compétition électorale repose naturellement sur un certain nombre de règles. Et ces règles et lois méritent d'être votées à l'avance. Et au-delà même du fait que ces lois soient votées à l'avance, il faut qu'elles soient divulguées pour que tous les acteurs en compétition soient informés, soient au même niveau d'information. Deuxième élément quand même à retenir, et qui constitue une catégorie d'analyse assez importante elle aussi, c'est que l'élection doit être libre. Ça fait partie des principes en termes de gouvernance démocratique. Liberté sur plusieurs paliers. Liberté, d'abord, faire en sorte que tous ceux qui remplissent les conditions et qui peuvent être, n'est-ce pas, considérés comme des citoyens électeurs, que tous ceux-là aient la possibilité de prendre part à la consultation électorale, à la compétition électorale, en tant que votants, en tant qu'électeurs. Parce que leur voix compte dans le choix des dirigeants. Et donc, il ne faudrait pas créer des barrières sous prétexte qu'il existe certaines franges de la population qui seraient logées à tel niveau ou à tel autre, favorables à tel candidat ou à tel autre, et donc prétexter de ça pour l'empêcher de prendre part aux élections. Ou bien créer des stratagèmes pour faire annuler les voix de cette partie importante de la population. Donc, il ne faut pas qu'on en arrive là dans un État démocratique. La liberté suppose également que ces citoyens électeurs doivent voter en toute liberté. C'est-à-dire qu'on ne doit pas créer des situations de façon à conditionner leur vote par quelque avantage que ce soit. Et donc, le citoyen doit jouir, en tout cas qui remplit les conditions pour être citoyen électeur, doit jouir de toute sa liberté dans le choix des dirigeants. Troisième niveau d'intervention, toujours dans ce cadre-là, c'est que les candidats, les potentiels candidats, doivent également être libres. Libres dans le sens où, lorsqu'ils remplissent les conditions pour être éligibles, qu'on ne trouve pas, n'est-ce pas, des prétextes pour les évincer, pour les mettre en marge du système électoral. Donc, ça veut dire concrètement que la liberté repose sur le fait qu'on reconnaît aux candidats potentiels, membres de tel parti ou tel autre, qu'on reconnaît au parti politique qui a rempli les conditions, le droit de prendre part librement au processus électoral. Et donc, la liberté peut être considérée comme un fondement à ne pas perdre de vue dans l'animation de la vie démocratique. Troisième chose qu'il convient de retenir également, c'est que j'ai parlé d'abord, j'ai dit que les élections doivent être, n'est-ce pas, régulières, elles doivent être libres, mais il faut qu'elles soient aussi sincères. La sincérité d'un scrutin suppose que l'on respecte le choix des citoyens électeurs, de façon à ce que les résultats issus du vote reflètent le choix fait par les citoyens électeurs. C'est ça la sincérité du vote. Et cette sincérité, cette dimension de la sincérité est complétée par une autre, à savoir qu'il faut créer les conditions nécessaires à gérer convenablement le contentieux électoral. Parce que pour qu'il y ait la paix, pour que certains ne disent pas que leur
victoire leur a été volée, il faut bien qu'on crée des conditions pour la transparence de tout le processus. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le législateur avait pensé qu'il faut des observateurs du scrutin, qu'il faut que les partis politiques aussi délèguent leurs représentants pour suivre le vote. Cela va éviter, n'est-ce pas, des contentieux inutiles. Parce que si chacun ou chaque parti politique se convainc de la visibilité du scrutin, se convainc de la lisibilité de ce scrutin, c'est que ça fait des litiges de moins, ça fait des contentieux en moins pour le bonheur de la vitalité démocratique. Voilà autant d'éléments qu'il convient de mettre en relief pour apprécier, n'est-ce pas, le caractère assez transparent d'un processus électoral. Et ça, c'est valable non seulement au Bénin, ça c'est valable non seulement au Bénin, mais valable au-delà des frontières béninoises, valable en Occident, valable en Europe, parce que la démocratie repose bien évidemment sur ces principes-là qu'il faut remettre sur le tapis et permettre à tout le monde de s'en approprier pour que tous les acteurs considèrent cela comme étant la boussole par rapport à laquelle ils doivent s'orienter désormais dans un contexte démocratique. Oui. Docteur Patrick Renou, voilà qui est clair. Vous avez su bien élaborer le plan à suivre pour respecter un processus démocratique. Alors, vous êtes expert en gouvernance démocratique. Dites-nous, est-ce que les indices, tout ce que vous venez d'énumérer là, et ce qui a été notre acquis au lendemain de la conférence des forces vives de la nation de 1990, je veux dire, à partir de 1991, date ou année de prise de pouvoir du chef d'État l'ancien chef d'État, Nicéphore Dieudonné Soglo, jusqu'à aujourd'hui, ces principes-là sont-ils respectés selon vous? Ah oui, je ne peux pas répondre par oui ou par non, mais je vais argumenter, faire un raisonnement, faire valoir un raisonnement pour que chacun soit situé. Vous savez, depuis 1990, on a organisé d'abord la conférence nationale. Cette conférence nationale-là, cette conférence des forces vives de la nation, n'est pas organisée ex nihilo. Cette conférence a un fondement, a une origine. Elle fait suite à une situation délétère, à une morosité qui a débouché finalement sur ce qu'on pourrait appeler les mouvements sociaux ou même l'action collective. Disons même l'action collective et les mouvements sociaux. Car vous n'êtes pas sans savoir qu'avant 1989, le pays, avant la conférence, le pays a traversé une crise sans lendemain. Et cette crise-là a plongé l'État dans une situation invivable. L'État avait le dos au mur parce qu'il ne pouvait plus faire face à ses engagements, ni au plan international, ni au plan interne, parce que justement, il était en cessation de paiement. Il ne pouvait plus payer les fonctionnaires. Et donc, la situation sociale est devenue invivable. Et invivable du fait de la morosité économique. Et là, les acteurs se sont organisés. Je vais être bref. Il y a des syndicats, tous les corps de métier finalement qui ont dû manifester pour essayer d'apporter un désaveu public, n'est-ce pas, au pouvoir autocratique d'alors, représenté par le président Mathieu Kékou. Ce désaveu public, et donc qui a amené l'ensemble des corps, du corps social à manifester, à battre le macadam et à obtenir
n'est-ce pas, la démission du gouvernement, cette logique-là a été reconnue à la conférence nationale et a permis aux acteurs engagés à ce niveau-là de prendre l'option de partir sur une nouvelle base. Et la nouvelle base retenue, c'est vraiment la démocratie. Et c'est le pluralisme social, avant le pluralisme social, donc le pluralisme politique, qui a généré la multiplication des partis politiques. Cela voudra dire quoi? Que la liberté est consacrée désormais, obtenue vraiment par une lutte acharnée des citoyens à l'époque qui ont estimé que l'État ne pouvait plus continuer à être dans cet état-là, excusez la répétition, et donc a fait une nouvelle option. L'option démocratique que nous avons suivie, n'est-ce pas, et qui a été consacrée à la conférence, et dont les résultats sont souverains finalement, et s'imposent à tous, cette conférence nationale a reconnu la démocratie comme une nouvelle voie. Mais à ce niveau, nous avons organisé, en 90 déjà, le référendum. Et en 91, les élections, la première élection du renouveau présidentiel, du renouveau démocratique, suivie, n'est-ce pas, des élections législatives. Ce que Richard Banegas a appelé les élections fondatrices, c'est-à-dire le référendum, l'élection présidentielle et les élections législatives qui ont été organisées pour permettre à l'État de partir sur de nouvelles bases. Ces élections-là peuvent être dénommées, n'est-ce pas, selon l'expression de Richard Banegas, les élections fondatrices. Mais alors... Est-ce que le régime de Soglo, par exemple, a respecté ces fondements-là? Vous savez, la démocratie, nous étions en transition. C'était la transition démocratique. Après le régime qui a suivi, et le régime donc, d'après, etc. L'ensemble des régimes, je vais dire, que ce soit le régime jusqu'à la date d'aujourd'hui, a essayé. C'est-à-dire, si on prend tous les régimes, ils ont essayé, vaille que vaille, donc de mettre en œuvre les principes démocratiques. Pourquoi? En 90... Peut-on dire que chacun vient faire sa loi, faire sa démocratie à sa manière, parmi tous ces régimes-là, partant de Soglo à Kérékou 1, Kérékou 2, de Yahi à Talon, chacun fait sa démocratie à sa manière? Vous savez, les institutions sont incarnées par des hommes qui, à la fois, suivent les fondamentaux des institutions, mais essayent d'apporter leur touche. Et c'est souvent pour ça que un régime n'est jamais le même selon qu'on est avec un acteur précis ou avec un autre. Toujours est-il que si vous prenez de Soglo à Talon, il y a des points forts reconnus à chacun d'eux, c'est-à-dire en passant par Yahi et tout ça, il y a des points forts reconnus à chacun d'eux, avec le recul bien évidemment, comme il y a des points faibles, parce qu'on est face à l'action humaine. Et l'action humaine n'est pas parfaite. Alors, docteur Patrick Henou, dans un État démocratique, ou un État démocratique peut-il être confronté à un problème de gouvernance? Parce qu'il est courant d'entendre dire que la démocratie n'est pas compatible au développement. C'est-à-dire quand on laisse tout le monde faire ce qu'il veut, on ne peut pas avancer. Est-ce qu'on peut parler en ces termes-là? Vous savez, c'est un point de vue, c'est une manière de voir les choses, mais que nous avons dépassé, en réalité. Parce que nous avons déjà fait l'expérience de l'autocratie au Bénin, et nous avons vu là où ça nous a conduit. Si nous avons choisi nous-mêmes de nous mettre au diapason des principes démocratiques, c'est que nous avons évalué la situation et nous avons, au Bénin, en tout cas les acteurs impliqués, ont opté pour la voie démocratique parce que là, il y a d'abord un principe sacré, la reconnaissance de la libre expression. Et plus que la libre expression, il y a du point de vue économique ce qu'on a appelé le libéralisme économique,
qui suppose aussi que les acteurs engagés sur ce terrain doivent jouir de leur liberté et de leurs initiatives. Parce que la pensée unique n'a jamais pu donner la preuve que l'on peut optimiser la demande sociale. L'on peut optimiser la satisfaction de la demande sociale. Et du coup, la reconnaissance de cette liberté-là veut que des initiatives privées, à partir donc d'un régime démocratique, s'expriment. Et c'est de la confluence de ces différentes expressions que sortira l'alternative requise pour faire avancer le pays. Avant d'aller à la deuxième partie de cette émission, sur laquelle beaucoup de téléspectateurs nous attendent, Dr Patrick Genou, peut-on retenir que la démocratie, sous quelque forme que ce soit aujourd'hui, devrait épouser les principes de base sur lesquels on s'est attendu en 1990. Autrement, ce serait retourner à l'autocratie qui a inspiré, l'autocratie d'ailleurs qui a connu un échec cuisant et qui a inspiré les conférences des forces vives de la nation. Si je vous résume bien. Oui, si nous avons choisi, vous avez parfaitement raison, parce que si nous avons choisi au Bénin d'évoluer suivant la démocratie, de faire vivre la démocratie, c'est que nous avons des raisons de le faire. Et que si cette option a été prise à un moment donné, et que nous avons donné corps à cette option-là, en organisant régulièrement les élections, en permettant aux citoyens de s'exprimer, en permettant à des corps constitués de manifester en cas de besoin, c'est pour le bonheur des citoyens. Maintenant, quand on a dit tout cela, c'est que nous avons constaté quand même ces dernières années que le régime actuel ne partage pas forcément ce point de vue et a estimé que la démocratie telle que nous l'avons pratiquée depuis 1990 ne nous a pas permis d'aller au développement. Et la panacée que ce régime a trouvée, c'est donc de faire en sorte que l'on rebrousse un peu chemin et qu'on essaye de relier un certain nombre de principes, en tout cas en arriver à la conclusion que nous ne pouvons pas continuer au Bénin à pratiquer la démocratie telle que c'est pratiqué en Europe, tel que c'est pratiqué aux États-Unis, tel que c'est pratiqué dans le monde entier. Ça, c'est une option qui a été faite. Alors, docteur Patrick Genou, la question qui va nous conduire tout droit dans la deuxième partie, est-ce que le contexte électoral actuel est-il favorable à une élection festive ou pacifique, gage d'un État démocratique? Parce que de par le passé, il y a quelques années seulement en arrière, sous ce même régime dont vous parlez, nous avons connu des moments de tension qui ont abouti à des morts dans le rang des civils. Est-ce que le contexte électoral actuel est favorable à une élection pacifique? Est-ce que le contexte... Mais avant, c'est que vous ne m'avez pas laissé finir le développement, mais en deux mots. Je dirais en deux mots que l'option qui a été faite par le régime actuel n'est pas discutée par les acteurs. Mais c'est une façon de faire pour dire concrètement que le régime actuel a choisi de mettre un certain bémol. N'est pas discuté par les acteurs, ça veut dire quoi? Oui, comme ce fut le cas à la conférence nationale, puisque ça a été adopté comme tel. Bon, voilà. Ça veut dire que, d'après l'analyse que moi je fais, c'est que si on doit changer de paradigme, ce qui est possible, encore faudrait-il dire concrètement et réunir des acteurs autour pour qu'une option soit dégagée. Peut-être qu'on va théoriser sur la nouvelle façon de pratiquer la démocratie à la béninoise. Je crois que peut-être que ce préalable n'a pas été fait. Peut-être aussi que ce n'est pas souci d'aller vite que le régime actuel a opté pour cet état de choses.
Mais toujours est-il que, de ma position, il est important de procéder à une clarification. Il ne faudrait pas que l'on se donne pour option la démocratie et que dans le même temps, on décide de mettre un bémol à un certain nombre de points relevant de cette démocratie. Et toujours est-il qu'on est face à une option qui sera évaluée le mois venu pour qu'on voit si l'actuel gouvernement avait des raisons vraiment d'opter pour cet état de choses ou avait tort simplement. En tout cas, c'est le cours des événements qui nous dira peut-être que c'est une troisième voie qui s'ouvre et qui permettra au Bénin donc de revisiter un certain nombre de choses et de savoir évoluer. Mais pour en revenir à votre question, si les conditions sont réunies aujourd'hui pour aller aux élections dans la paix et la concorde, je dirais d'emblée oui. Pour quelles raisons? Premièrement, je tirerai mon argument de l'histoire sociopolitique récente du Bénin en disant quoi? En 2019, donc je ne suis pas allé très loin, en 2019, il y a une certaine frange, n'est-ce pas, de la classe politique qui a estimé que la réforme du système partisan est une réforme partiale, c'est-à-dire orientée pour la mettre en marge, cette frange de la classe politique, pour la mettre en marge. Elle a estimé que le code électoral aussi a donné écho finalement à cette vision. Dans tous les cas, en 2019, nous avons eu, n'est-ce pas, droit à la réforme du système partisan, débouchant sur le vote d'un certain nombre de lois et qui n'ont pas été respectées par cette frange de la classe politique. Résultat, elle a estimé qu'elle a été évincée et n'a pas pu participer aux élections. Et vous avez vu que par la suite, on a connu des violences. Des violences. Et plus tard, il y a l'organisation, n'est-ce pas, des élections, de l'élection présidentielle. Et l'organisation également des élections communales et municipales. Qui peuvent être interprétées, donc ces dernières élections communales, comme une participation donc de l'opposition, d'une partie de l'opposition. Aujourd'hui, ceux qui ont estimé qu'ils ont été évincés se sont constitués en partis politiques, dont la reconnaissance est faite. Et aujourd'hui, malgré les difficultés, malgré le suspense aujourd'hui, ces partis politiques qualifiés de partis d'opposition vont prendre part, n'est-ce pas, aux élections législatives de 2023, de janvier 2023. Oui. Cela suppose quoi? Que nous sommes revenus, en tout cas, à ce que j'ai avancé tout à l'heure, à savoir que la régularité et la liberté sont également mises en relief dans le cadre de ces consultations électorales parce que on a la participation de tous ceux qui, légalement constitués, ont exprimé la volonté de ne pas être du reste. Oui. Et donc de prendre part à la consultation électorale. Oui, Patrick Renou, un développement qui m'a totalement absorbé. Et naturellement, vous avez parlé de suspense. Oui, le suspense qui a pris corps au niveau de la Direction générale des impôts et qui a atterri à la Cour constitutionnelle. Finalement, la Sénat a reconnu 7 partis politiques pour prendre part au scrutin du 8 janvier prochain. 3 partis de l'opposition, FCBE, MPL et Parti Les Démocrates.
4 partis de la mouvance, UDBN, Moël Bénin, Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Alors, Patrick Renou, vous êtes docteur Patrick Renou, autant pour moi, vous êtes sociologue, vous êtes politiste, vous êtes expert en gouvernance locale, vous êtes chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Quand vous regardez cette configuration de partis qui ont pu recevoir le récépissé définitif pour pouvoir participer aux législatives de 2023, nous venons de dire que le contexte est en train d'être changé puisque la frange qui s'est sentie marginalisée se retrouve désormais dans la course. Quelles sont les chances de ces différentes forces politiques en présence aujourd'hui? J'irai peut-être au cas par cas. Oui, ce serait mieux. Et au cas par cas, toujours en procédant par regroupement quand même. Oui. Et à savoir que nous avons deux grandes catégories. Il y a d'un côté les forces politiques qui se réclament de la mouvance. Ces forces-là sont 4. Oui. Nous avons 4 partis politiques. Oui. Et de l'autre, nous avons les partis qui sont jugés et qui se trouvent être des partis d'opposition au pouvoir. Quelles sont les chances? Je dirais premièrement que les partis se réclamant de la mouvance ont une certaine longueur d'avance sur les autres. Pourquoi? Parce que ces partis ont été vite constitués. Ces partis ont eu le temps, donc, d'avoir, de s'enraciner sur le terrain politique et ont pris part déjà, par le passé, aux consultations électorales. Et donc, le simple fait d'avoir existé et d'exister à temps et de préparer le terrain et de mener des actions et de se mettre dans la dynamique de préparation de la compétition électorale, ce simple fait-là confère une certaine avance aux partis de la mouvance. Si je prends les partis de la mouvance, vous avez l'UP, le Renouveau, Moël Bénin, vous avez le BR, oui. vous avez l'UDBN. Si vous prenez rien que les deux premiers, c'est-à-dire, non pas les deux premiers, si vous prenez l'UP, le Renouveau et le BR, je peux même dire, en m'inspirant des travaux de Maurice Duverger, que nous sommes face à des partis de masse. Partis de masse. Parce que Duverger a trouvé deux catégories. Il y a les partis de cadre et de l'autre, il y a les partis de masse. Les partis de masse, ce sont des partis fortement constitués, ayant une hiérarchie et qui sont préoccupés par le recrutement donc des militants, du plus grand nombre de militants. Et sur le terrain, si vous constatez, vous aurez vu que l'UP et le BR se sont inscrits certainement dans cette logique-là. Recrutement des militants, action quotidienne et pour mobiliser l'attention, etc., etc. Ces deux partis qui ont été constitués à temps ont pris de l'avance. Mais je mettrai tout à l'heure un bémol à ça. Et à côté, vous avez le Moël Bénin, qui aussi, vaille que vaille, se met dans la même dynamique. Et vous avez également l'UDBN, qui se trouve être à peu près au même diapason que Moël Bénin. En tout cas, vous avez deux grands partis, l'UP et le BR, suivis naturellement de l'UDBN et de Moël Bénin, qui s'inscrivent pratiquement dans la même logique, mais dont l'ampleur n'atteint pas forcément l'ampleur des deux autres. Ça veut dire concrètement quoi? Que l'UDBN, pardon, que le BR va ratisser, va prendre une partie,
L'UP va prendre également, va engranger une partie, et vous avez Moël aussi qui fera sa part de récolte. Et puis, l'UDBN. Si nous additionnons, nous tentons d'additionner les victoires envisagées et par chacun de ces partis se réclamant de la mouvance, on peut se dire a priori que l'ensemble de ces 4 partis-là ferait mal, n'est-ce pas, aux prochaines élections législatives. De l'autre côté, vous avez les partis dits de l'opposition. Ou si vous voulez, les partis de l'opposition. Les partis de l'opposition sont 3. Vous avez FCBE, un parti auquel on a prêté, en tout cas les citoyens ont prêté des intentions pour soupçonner une certaine proximité avec le pouvoir actuel. Ça peut être un avantage. Et le mutisme... Comme ça peut constituer un blocage. Je ne vous coupe pas. Le mutisme dont fait preuve le président de ce parti tente ou semble confirmer les allégations de ces populations-là. Je vous laisse poursuivre votre développement. Donc, vous voyez avec moi que ce parti a pris part, n'est-ce pas, aux élections municipales et communales. Et certains ont estimé que ce parti a apporté la caution, n'est-ce pas, à la légitimité du pouvoir. Ça peut être un avantage pour ce parti actuellement, comme ça peut être un blocage, ça peut constituer un blocage. Mais je dirais que ça constitue beaucoup plus un blocage qu'un avantage, parce que ce parti est face maintenant à d'autres partis se réclamant de la mouvance. Et donc, il doit apporter la preuve maintenant qu'il est un parti d'opposition en bonne et due forme pour espérer, n'est-ce pas, que son son de cloche en termes de proposition d'alternative sera entendu par les citoyens électeurs. À côté, vous avez les démocrates. D'aucuns disent que c'est le vrai parti d'opposition. Les démocrates aussi ont affiché clairement leur intention de prendre part aux élections législatives et ont obtenu leur ticket d'entrée de haute lutte, si on suit les événements. Mais je peux dire que ce parti, en théorie, peut être fragilisé. S'il ne s'organise pas, parce que la logique du temps que j'ai évoqué peut leur être défavorable. Peut être fragilisé ou bien a été déjà fragilisé. C'est quoi entre les deux? Déjà fragilisé pour les atermoiements, pour les difficultés rencontrées, déjà fragilisé. Mais aujourd'hui, peut avoir un début de solution à ces problèmes pour avoir obtenu le ticket d'entrée. Donc, pouvoir participer aux consultations électorales. Mais, je dirais que si ce parti ne se réveille pas tôt, ce qui lui est défavorable, c'est la logique du temps. C'est-à-dire que ce parti n'a pas pu s'établir à temps et pour vraiment avoir une action visible et stratégique vis-à-vis de l'électorat. Mais, dans le même temps, il est important de souligner que ce parti peut faire mal s'il s'organise bien et s'il tient un discours vraiment qui convainc les citoyens électeurs. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a des citoyens électeurs qui appelaient de leur vœu, n'est-ce pas, la participation des démocrates. S'ils donnent corps à leur stratégie envisagée, s'ils se donnent les moyens d'occuper le terrain, ils peuvent combler le vide créé par la logique du temps. Mais encore faudrait-il
qu'ils soient déterminés, qu'ils aient les moyens de leur politique et qu'ils aillent, n'est-ce pas, à la conquête de l'électorat en utilisant les termes appropriés et pour espérer convaincre l'électorat. Mais ce parti a du potentiel, mais doit travailler dur pour essayer de renverser la tendance. Quand vous parliez des grands ensembles, le Bloc républicain et l'Union progressiste, vous avez promis mettre bémol à un niveau là. Nous en sommes là? Ah oui, et le bémol à mettre, c'est que ces partis, s'ils pensent qu'ils sont en terrain conquis et baissent la garde, peuvent enregistrer des surprises. De la part de Ah partis oui, d'opposition. ah oui, peuvent enregistrer des surprises désagréables. Et se comporter comme si on est en terrain conquis suppose que l'on dort sur ses lauriers. Et le terrain conquis dont vous parlez, le taux de participation ne nous laisse pas croire que c'était un terrain conquis. Hein. Les taux de participation étaient extrêmement faibles lors des dernières élections. Oui, ça c'est une autre dimension de la question. Mais toujours est-il que avant, ces partis n'avaient pas vraiment de concurrents. Et donc, ont occupé le terrain. Le terrain, oui. Et ont occupé le terrain et ont eu le temps aussi de s'enraciner à partir des actions qu'ils ont menées tout le temps sur le terrain. Cela leur donne un avantage. Et deuxièmement, ils sont de la mouvance. Ça veut dire qu'ils ont quelque chose à vendre. Parce que la mouvance a été dans le feu de l'action jusque-là. Et continue d'être dans le feu de l'action. À initier des politiques publiques. À essayer de mettre en œuvre ces politiques publiques-là. Et donc, ces partis peuvent surfer sur l'univers, n'est-ce pas, des avantages tirés ou des actions visibles menées par le pouvoir, peuvent surfer là-dessus pour essayer de convaincre l'électorat. Mais attention, j'ai dit tout à l'heure que si ce parti-là dort, ces partis dorment sur leur laurier, ils peuvent enregistrer des surprises désagréables. Ça veut dire quoi? Qu'il ne faudrait pas baisser de garde. Oui. Il faut tenir en haleine. Il faut être constamment présent. Il faut développer un discours cohérent et susceptible de convaincre l'électorat. Il faut apporter la preuve que l'on veut peut-être aider le pouvoir à mieux faire, à poser mieux des actions susceptibles de répondre davantage à la demande sociale. Et du coup, en surfant sur ces différents éléments, ils peuvent se donner des chances d'obtenir un nombre élevé. Et donc, c'est pour dire concrètement que l'avantage est là, mais dormir sur ses lauriers peut faire perdre cet avantage-là. Oui, il y a un parti de l'opposition que nous semblons oublier, le MPL, le Mouvement populaire de libération. Alors, oui, le Mouvement populaire de libération, également, est un parti d'opposition. En tout cas, c'est constitué en parti d'opposition et c'est déclaré comme tel. Vous savez, ce parti peut aussi avoir sa part. Mais je n'ai pas le sentiment, je peux me tromper, je n'ai pas le sentiment que ce parti ira plus loin que, par exemple, les deux autres partis qui se réclament de l'opposition. Mais toujours est-il que le jeu reste ouvert à chacun de ces partis qui se doit d'apporter la preuve de son opposition pour légitimer sa posture et tenir un discours, avoir des thèmes de campagne accrocheurs, n'est-ce pas, et faire en sorte que les citoyens électeurs puissent vraiment se retrouver. Et vous savez, dans l'opposition a plus de travail à accomplir, a plus de défis à relever que la mouvance. Comme je l'ai dit, les autres bénéficient donc de la logique du temps, et dans l'opposition, il y a des paliers. Il y a donc une opposition anti-conflit, pour reprendre l'expression de Touré, qui parle de syndicalisme anti-conflit, parce qu'on peut appartenir à une opposition
sans pour autant être vraiment opposant. C'est pour cela que je disais tout à l'heure qu'il y a des intentions qui sont prêtées à une partie de l'opposition. Il y a que ce parti de l'opposition a posé des actes qui laissent songeur, qui apportent vraiment de l'eau au moulin de ceux qui pensent que ce parti-là n'est pas vraiment de l'opposition, n'est que la caution au gouvernement. Et donc, ce parti a la responsabilité d'apporter la preuve qu'il n'est pas un parti pro-gouvernemental, tout en se réclamant de l'opposition. Doit apporter la preuve qu'il peut marquer tout son territoire dans l'arène politique en s'affichant réellement comme un parti d'opposition et ne pas donner l'occasion à des gens de penser qu'il représente une opposition anti-conflit. Oui, docteur Patrick Renou, le temps passe très très vite. Nous avons moins d'une dizaine de minutes devant nous pour clôturer cette émission. Dites-nous, quand on observe de plus près, que ce soit les partis de la mouvance ou les partis de l'opposition, dans le contexte social actuel, qui sort favori parmi les deux camps? Qui sort favori, en tout cas au lendemain du 8 janvier 2023, qui parmi les deux camps, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, qui peut sortir favori devant les électeurs dans un contexte social où on parle de cherté de la vie constamment? Favori, attention, il faut faire très attention et ne pas avancer des chiffres parce que la lisibilité de l'élection n'est pas encore là. Mais on peut avoir des tendances générales. Vous savez, on a besoin de 109 élus, n'est-ce pas, parlementaires. Et si je considère la configuration actuelle, c'est que si vous prenez la mouvance, indépendamment de toute autre considération, les plus grands partis vont essayer d'avoir le plus grand nombre, les plus grands partis. Ça veut dire que, théoriquement, on assistera au moins à 60% de la représentation nationale composée, n'est-ce pas, des partis de la mouvance. Au moins 60%. Sinon, je dirais que ça pourrait aller au-delà, donc jusqu'à 70%. Ça, c'est théorique. Parce que si je tiens compte de la logique du temps, les autres partis qualifiés de partis d'opposition auront du mal à renverser la tendance au point d'obtenir une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Alors, on va faire un exercice de chiffres rapidement. Ça veut dire concrètement? Oui, un exercice de chiffres, hein, c'est des spéculations. On a moins de 5 minutes, vient de me signaler Orient Soromao à la réalisation. Prenons cas par cas très rapidement. Est-ce que Moël Béné-Udébien, par exemple, vous espérez, ou en tout cas vous entrevoyez ces deux partis avoir des sièges à l'Assemblée nationale? Si oui, combien? Oui, combien, c'est difficile de le dire. Mais toujours est-il que si je prends 60 ou 70% pour la mouvance en général, je me dis que le BR et l'UP vont se tailler la part du lion, en tenant compte du nombre, en tenant compte de la logique du temps. Et la portion congrue reviendra à l'UDBN, donc à raison de, disons, 30%, n'est-ce pas, de ce chiffre-là qui est reconnu, en tout cas qui est supposé revenir, n'est-ce pas, à toute la famille de la majorité. Et de l'autre, vous avez les autres partis de l'opposition qui essayeront aussi de prendre environ 30% de l'effectif. Mais ça, c'est théorique. C'est théorique en tenant compte de l'existant. Mais si ces partis-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, essayent de se mettre dans une nouvelle dynamique, en tenant un discours accrocheur, peuvent jouer sur la sensibilité des citoyens électeurs et obtenir un chiffre proche de la moitié, à raison de 40%. C'est possible, mais ce n'est pas gagné d'avance.
Donc, vous convenez avec moi qu'il est difficile, à l'état actuel, d'avancer des chiffres qui soient très proches de la réalité. Que ce soit dans la théorie ou la pratique, que ce soit de façon virtuelle ou réelle, vous, docteur Patrick Ngenou, vous ne rêvez pas d'une Assemblée nationale majoritaire à travers les partis d'opposition? Ça, ce n'est pas évident. En tout cas, en tenant compte des interactions qu'il y a eu aujourd'hui dans l'arène politique, en tenant compte de la logique du temps, en tenant compte de l'assise sur le terrain concret de la compétition et de l'histoire de la compétition politique, je puis dire qu'il serait difficile pour les partis de l'opposition, toutes tendances réunies, d'avoir un nombre de façon à décider de tout à l'Assemblée nationale. C'est difficile, nous dira Dr Patrick Ngenou, mais certains estimeront que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette émission. Ma part de vérité pour le compte de ce dimanche. Nous recevions pour vous Dr Patrick Ngenou. Il est sociologue, il est également expert en gouvernance démocratique, il est politiste, il est chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Avec lui, nous avons fait une spéculation en quelque sorte pour évaluer les chances des forces en présence pour les législatives de 2023. Merci à Orience Romao qui est resté à la réalisation de cette émission. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Ah ouais, c'est pas facile.